Donc bonsoir à tous pour l'avant-dernier jog de la saison. Normalement, il y en aura sans doute un en juin, on n'a pas encore trouvé le sujet. C'est pour ce mois de mai où il y a deux jog leaders avec Fabien et avec Aurélien qui a travaillé pour Fabien avant, maintenant qu'il est dans mon équipe. Je suis entre les deux. Donc c'est entre copains. Et on vous montre Spark par l'exemple. Ça va être une introduction à Spark, mais sur des petits modèles pour bien comprendre l'ensemble de l'écosystème. On va faire un peu de live coding pas à pas pour tout voir. Avant ça, pour ceux qui ne savent pas, jeudi soir à 18 h, il y a NWX Tech avec 3 présentations autour du web. Et de mémoire, il y a quelque chose sur les bases de données NoSQL et sur de la 3D. Et donc les inscriptions sont sur le site de NWX. Même endroit, 18 h. Donc on va démarrer. Donc on a demandé à nos sociétés respectives de sponsoriser le jog. Donc ça paye la sécurité, le buffet, tout ça. Ça paye la sécurité pour venir ici. Et on commence par présenter ta société. En fait, Novea, nous, une société de service d'à peu près une quarantaine de... Enfin, une société de service d'une quarantaine de personnes. On a 3 gros pôles. En fait, un pôle édition, qui fait de l'édition dans les logiciels de connexion de marché bancaire. Et un pôle qui est plus régie donc chez le client de services classiques. Et vraiment un pôle forfait, c'est vraiment ce qu'on essaye de développer, avec en particulier un pôle dédié au big data, enfin des projets dédiés au big data et des projets plus assurance banque. Et en particulier, on recherche 3 profils spécifiques. Donc, qui est un développeur de C#, à la fois pour les applications riches et les clients riches, clients lourds. Donc ça, c'est pour le pôle édition. On a des demandes aujourd'hui aussi sur tout ce qui est développement d'applications mobiles. Donc là, on cherche vraiment un profil qui soit iOS, enfin, idéalement iOS, mais avec une composante Android. Et pour le projet sur lequel que je gère, un développeur Java, Big Data, donc tout ce qui est Spark, MongoDB, AGF, enfin Hadoop, etc. Donc, moi, c'est Creative Data. C'est une ancienne société de services qui est en train de se convertir en éditeur. On va éditer une plateforme Big Data de bout en bout, de l'extraction à la visualisation des données, qui est prête en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, le temps de provisionner tous les serveurs, sur lequel il va être facile de ajouter des extractions, des rapports, gérer ces données et tout ça. C'est-à-dire qu'on ne gère pas toute la technicité, tout est pré-câblé. On peut facilement faire un rollback en production. Et donc on est en train de construire ça, on est en train d'organiser une levée de fonds pour avoir plus d'ingénieurs pour le construire. Et donc cette année, une fois que la levée de fonds sera faite, on va recruter 3 types de profils, des profils de type DevOps, des profils de type sécurité, parce qu'il faut la sécurité autour des données, et des profils de type Data Scientist. On y reviendra sur les Data Scientists plus tard. Et donc dans la région, vous avez 2 sociétés qui font du Big Data, et notamment on fait du Spark depuis, nous c'est 5 mois, depuis le mois de janvier. Depuis juillet. Voilà. Donc on va vous montrer ça. Donc on va commencer par une petite introduction qu'on va faire avec Youn sur vraiment l'écosystème Spark, comment ça s'utilise, comment ça fonctionne de façon assez générale. Moi je vais vous montrer le traitement sur des prix en fait, de l'agrégation de prix avec 1 milliard d'entrées, un peu plus d'1 milliard d'entrées. Et ensuite, après Aurélien va montrer comment on peut également, moi j'ai utilisé vraiment le Spark Core. Aurélien va montrer une couche qui permet d'utiliser un peu comme des requêtes SQL pour traiter les données, ce qui est un peu plus facile et un peu plus optimisé. Youn montrera ensuite tout ce qui est test unitaire, comment on peut faire des tests unitaires avec Spark. Et enfin, un peu de machine learning, alors c'est pour les débutants, avec Spark. En fait, c'est pas moi qui vais faire machine learning, donc j'ai dû apprendre en quelques jours. Que c'est pas ma spécialité, et donc ça va être machine learning pour les nuls. Donc, et juste une petite remarque, il y aura du Java, du Scala, d'autres choses. Pour les questions, il y aura plein de temps pendant les compilations Scala. Du coup, qu'est-ce que Spark Spark, c'est un framework qui est écrit initialement en Scala
dont le principal objectif est de pouvoir paralléliser des traitements sur des gros volumes de données. Donc en général, c'est des algorithmes qui sont assez compliqués à mettre en place, puisqu'il y a tout ce qui est problème d'accès concurrent à la donnée, etc. Et donc en fait, le but de Spark, c'est vraiment de simplifier ce développement d'applications et que ce soit au plus simple possible pour pouvoir traiter de façon parallèle. Aujourd'hui, en fait, il est compatible directement avec Hadoop, c'est-à-dire qu'on peut, sur des écosystèmes qui utilisaient déjà Hadoop, accéder directement sans configuration quasiment aux données Hadoop. À travers Hadoop, on peut avoir accès directement s'il y a des données qui sont dans MongoDB, et puis il y a en cours de développement des connecteurs pour Cassandra et plein d'autres bases de données, on les citera un peu plus loin. Et le pourquoi de Spark, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait essentiellement Hadoop, avec l'algorithme MapReduce pour faire des développements parallélisés. Et je ne peux pas les détailler ici, mais il y avait beaucoup de contraintes et c'était souvent très compliqué à développer, à mettre en place. Donc c'est un projet qui a aujourd'hui 5 ans, avec vraiment 2 ans et demi d'activité et tout de même plus de 500 contributeurs. Donc c'est vraiment, quand on voit dans les conférences, c'est un framework qui fait beaucoup parler. Juste pour information, la plupart des committeurs sont chez Databricks, c'est un PaaS, plateforme as a service pour faire du Spark. Et l'année dernière, 2014-2015, ils ont levé au minimum quelques dizaines de millions. Donc il y a de l'argent dessus, il y a tout navire dessus. Alors Spark, c'est tout un écosystème, c'est pour ça que c'est intéressant et ça grossit très très vite. Vous avez vu la courbe juste avant. Donc Spark, ça permet de faire du MapReduce, mais ça permet de faire aussi d'autres traitements. Si on prend ce qui existait sur Hadoop avant, du Pig, du Impala et tout ça, par exemple, si on prend Impala, ça va être de faire une requête SQL assez simplifiée sur les données, donc on distribuait l'accès aux données. Donc, et si derrière on faisait de l'apprentissage artificiel, du machine learning, ce calcul-là n'était pas distribué, il était local à une machine. Ce que va nous permettre Spark, avec certaines limites, certaines contraintes, on ne peut pas paralléliser aussi simplement, ça va être de faire en gros l'équivalent de Pig qu'il y avait avant avec Apache Spark, faire de la requête SQL sur des données, faire du streaming, donc ça va être l'équivalent de Apache Storm, donc on va recevoir des données, des tweets au fur et à mesure, on va l'analyser, ou des logs. Ce qui commence à être plus intéressant, c'est la partie machine learning, on va pouvoir commencer à distribuer du machine learning sur l'ensemble des nœuds Hadoop. Et enfin, il y a aussi des API de graph, c'est là je ne la connais pas du tout. Et dans la 1.4, donc ça devrait être cet été si je me souviens bien, on a Spark R qui arrive. R, c'est un peu un équivalent de MATLAB ou de Mathematica pour ceux qui se souviennent de leurs études. Et actuellement, quand on fait du R, on prend les données en distribué, on met le calcul sur une machine. Là, ça va permettre de prendre le R et de le distribuer. Ça ne sera pas forcément le cas tout le temps, parce qu'il faut un maximum d'opérations, on va dire, associatives, qu'on puisse séparer. Et enfin, Spark, c'est pas que du Hadoop, du HDFS. Vous pouvez connecter du MySQL en entrée avec la 1.3. Avant, avec la 1 et la 1.2, il fallait rajouter des lits pour que ça marche. Avec la 1.3, c'est 2 bases. Vous pouvez donc entrer avec du fichier, avec du monde du Hadoop, du SQL, du S3, du H2, etc. et sortir dans ces langages-là. Donc ça, c'est ce qui est de base. Et enfin, il y a toute la communauté qui a ajouté du HBase, du Elasticsearch, du Amazon Redshift. Redshift, c'est un peu un équivalent de Redis dans le nuage, clé valeur de mémoire. Du Cassandra. Cassandra fait beaucoup d'investissements pour intégrer Spark sur Cassandra. En gros, pour pouvoir être un concurrent du monde Hadoop sur Cassandra pour pouvoir distribuer du traitement. Pour rappel, l'intérêt de Hadoop HDFS est de distribuer du traitement. C'est-à-dire qu'on peut faire une requête sur 10 Tera en quelques minutes. Alors qu'avant, il fallait charder les bases de données. Du coup, les principes, ce que propose Spark, en fait, c'est 3 API. Le framework est développé en Scala, mais par contre, on a 3 API d'appel qui sont donc en Scala, bien sûr. Il y a une surcouche en Java et une en Python. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais faire un exemple en utilisant l'API Java. Et Youn et Aurélien, eux, travailleront avec l'API Scala. Après,
pour éviter de toujours développer directement du code, il y a la possibilité d'avoir deux consoles qui ont accès aux données pour pouvoir faire des tests plus facilement. Où là, en fait, en console, on va écrire du code soit Scala ou Python pour pouvoir faire des tests plus rapidement, pour éviter de devoir compiler, déployer l'application, etc. Le gros principe de Spark, c'est tant qu'on peut, on monte les données en mémoire et on les traite autant que possible en mémoire, et si on n'a plus de place en mémoire, on les écrit sur le disque. C'est pour limiter au maximum le temps d'accès aux données, puisque c'est souvent ce qui pose problème. Et après, du coup, tous ces traitements sont distribués sur un cluster avec plusieurs modes. Donc les données, pour pouvoir être distribuées, elles sont toujours représentées sous la forme de RDD. Donc un RDD, c'est un Resilient Distributed Dataset. En gros, ce sont des collections immutables, parce que quand on fait du traitement parallèle, il faut beaucoup travailler avec l'immutabilité pour éviter les accès concurrents d'objets qui peuvent être propagés du coup sur tous les nœuds d'un cluster, du cluster Spark, et que l'on construit en fait avec des opérations qui sont parallélisées sur ces collections. Donc on peut faire du map, donc le map c'est transformer un élément de la collection en un autre élément. On peut faire du filter pour supprimer les données de la collection. Et puis après, on peut faire des reduce pour agréger des données, faire de l'agrégation, etc. Ces collections de données, elles sont aussi tolérantes aux erreurs, puisqu'en fait, quand on fait du traitement distribué, on peut avoir des problèmes réseau, etc. Donc en fait, si le traitement échoue sur un nœud, automatiquement, le Spark est capable de redistribuer le calcul qui a échoué sur un autre nœud. Du coup, en fait, on a, je crois que c'est 3 tentatives avant que ça échoue vraiment le calcul. Les données sont appliquées 3 fois en général. J'ai testé ça lundi en plus. Je n'ai pas voulu le tester, mais ça arrive. Et donc ça, je le montrerai aussi après. On a la possibilité de gérer du cache. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du traitement, le RDD, on va le transformer et on peut dire à cette étape-là, je le mets en cache pour éviter d'avoir à tout recalculer quand j'ai une erreur ou autre. Donc ça, en fait, il stocke en cache dans la mémoire RAM, puis sur le disque s'il n'y a plus de place. En fait, point d'entrée d'une application Spark, c'est le Spark Context. Donc c'est lui qui va qu'on va configurer, sur lequel on va donner toutes les opérations, créer les RDD, effectuer les opérations et ensuite récupérer, collecter les données calculées. Donc ça permet de configurer l'application sur la façon dont on va la distribuer sur le cluster et donc après de créer les RDD. Donc les RDD, c'est assez facile à créer. Par exemple, là c'est du code de Scala. La première ligne, elle crée un RDD juste avec 3 entiers qui sont 1, 2, 3. Donc, après, je vais vous montrer dans le code comment on initialise le Spark Context. On peut par exemple aussi, juste sur un fichier texte, créer un RDD avec le text file. En fait, là, ce que ça fait, c'est que ça crée une collection dont chaque élément et la ligne est une ligne du fichier. Donc, on va pouvoir traiter après le fichier ligne par ligne. Et le dernier exemple, c'est quand on est intégré, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on peut être intégré directement à Hadoop. Du coup, on retrouve on a une fonction qui permet de charger un fichier dans le HDFS avec un input format. Donc ça vient vraiment des classes Hadoop et du framework Hadoop. Du coup, ensuite, une fois qu'on a créé le RDD, on peut faire des opérations qui sont en mode lazy, c'est-à-dire qu'il les effectue que quand il a besoin de la donnée. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a le map qui permet de transformer un élément dans un autre, le filter, on peut regrouper par une clé, on peut trier les données, on peut joindre 2 RDD ensemble par une clé, etc. Et après, on peut réaliser des actions qui nous permettent de récupérer le résultat en fait, du traitement, qui sont soit collecte pour récupérer directement la collection avec tous les éléments. Donc là, il faut faire attention parce que si on a vraiment une grosse collection, en fait, on ne peut pas toujours le faire puisqu'il va récupérer l'ensemble des données sur tous les nœuds. Donc on a le count qui permet de compter le nombre d'éléments de la collection et le save qui permet après de le réécrire dans un autre fichier. Alors, Spark,
comme j'ai dit, c'est pas forcément lié à Hadoop HDFS, vous pouvez l'exécuter en local. C'est-à-dire vous pouvez le mettre, faire un main avec Spark, vous pouvez le mettre dans des tests unitaires. Ça va s'exécuter bien. Par contre, ça ne sera pas distribué. Il va distribuer dans des threads, mais ça ne sera pas distribué sur les données. En mode cluster, vous pouvez avoir un mode standalone où Spark il est tout seul, il va gérer tout seul. Après, pour faire l'ordonnancement, ça va être un peu plus compliqué. Et ensuite, on a Yarn, qui est en général l'ordonnanceur, qui est dans les suites Cloudera, Hortonworks et tout ça, qui va permettre de scheduler, d'ordonnancer les jobs au fur et à mesure, et de distribuer l'ensemble. Et on a Mesos. Donc Mesos, c'est pareil, il est arrivé beaucoup dans les conférences dernièrement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, que Spark a été créé à l'origine pour tester Mesos. Maintenant, Spark est plus gros que Mesos. Et c'était pour vérifier que Mesos pouvait gérer un traitement distribué. Et donc Mesos, ça va être une logique de container. C'est-à-dire que ça va exécuter le job dans un container. Ensuite, ça va récupérer les logs et ça va tout virer. C'est quelque chose de éphémère. C'est l'équivalent de Docker. Nous, personnellement, chez Novea, on utilise Yarn, et vous, chez Creative Data, vous utilisez plus Mesos. Oui. Donc le fonctionnement de Spark. Si vous utilisez Spark, vous allez avoir accès à deux URL principales. La première URL, ça va être pour le master. Donc, tout l'aspect cluster manager, où vous allez voir les jobs s'exécuter sur des workers. Ces workers vont être locaux à chaque nœud HDFS et vont travailler en local. Tandis que le master va faire toute la réunion de données, le reduce, du map reduce. Donc un master qui va exécuter des workers, vous pouvez aller indépendamment sur chaque worker, comment ça se passe. Et vous avez le master pour tout voir. Et derrière, ça peut être du HDFS, du Mongo, du Cassandra, etc. Et l'objectif aussi en général de paralléliser ces traitements-là, c'est toujours d'effectuer le traitement au plus proche de la donnée. C'est-à-dire que nous, par exemple, si on utilise Yarn sur le HDFS, ce que va faire le driver Spark, c'est qu'il va traiter la donnée sur le nœud où elle est présente. Et, essayer d'être toujours au plus près pour limiter les échanges réseau. Alors, juste une petite parenthèse, performance. Il ne faut pas comparer du big data à du transactionnel, SQL Server, MySQL, Oracle. Si une requête sur 10 gigas, toute simple, ça sera plus rapide sur du transactionnel. Si vous mettez 5 Tera, 10 Tera, 3 Tera, le fait de distribuer la donnée, ça va être plus rapide avec du Hadoop. Il faut savoir que si vous avez des petits volumes de données, le coût de distribution va être plus fort que le gain à distribuer. Il faut bien avoir ça en tête. C'est un travail de tout répartir le traitement beaucoup plus près de la donnée. En fait, nous, on a fait des traitements sur 4 milliards de prix, donc ça nous prend 40 minutes à peu près pour faire des calculs de 1000 max et tout ça. Et en fait, le client était incapable de le rejouer, de le faire aujourd'hui avec ses bases de données. Donc ça dépend du cas d'usage. Autre chose, si vous comparez par exemple Spark SQL à Impala, tous les deux c'est un peu le SQL avec la même syntaxe, vous avez souvent des performances plus rapides avec Impala. Et si vous faites qu'une seule requête et que vous comparez, en général Impala va être un petit peu meilleur. Par contre, si vous faites un enchaînement de requêtes, tac tac tac, vu qu'il leur a mis des choses en mémoire avant, vous allez avoir du gain. Parce qu'Impala, en gros, vous prenez, bam, vous faites votre traitement, c'est disparu de la mémoire. Donc à chaque fois que vous faites une requête, il va rechercher les données. Spark, ça va déjà être en mémoire au niveau des RDD, et donc il va pouvoir avoir du gain. Donc la performance, ça dépend vraiment de votre cas d'usage. Parce qu'on entend du Spark en buzzword depuis 6 mois, après il y a la réalité où ça dépend de où vous partez.